Nous sommes le 24 juin 1812, sur les bords du fleuve Niemen, à la frontière de l'Empire russe. Ce jour-là, Napoléon prend la tête de la plus grande armée encore jamais rassemblée dans l'histoire. 600 000 hommes. 600 000 hommes réunis dans un seul but, envahir la Russie, forcer le tsar à négocier la paix, afin que la France ait les mains libres pour pacifier l'Espagne et se débarrasser de l'Angleterre. Mais une question reste alors en suspens. Pourquoi Napoléon met-il autant d'efforts pour réaliser son ambition ? Est-ce une folie ? Est-ce une réaction démesurée par rapport aux enjeux réels ? Peut-être. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, dans l'épisode précédent, nous avions tenté d'en dresser les raisons. Dans les plans de l'empereur, en effet, il est très important que Saint-Pétersbourg soit aligné sur sa diplomatie. Mais du point de vue des Russes, soutenir le projet français a un prix politique et un prix économique. D'abord, le tsar serait contraint d'accepter que l'Europe entière soit sous la domination française. Ensuite, il serait forcé d'appliquer le blocus continental contre l'Angleterre et par là même mettre en danger son économie. D'ailleurs, l'entourage d'Alexandre Ier, le souverain russe, n'appelle-t-il pas Napoléon l'antéchrist ? Comme si son talent militaire et son projet de reconversion politique de l'Europe sortaient tout droit des enfers. Dans cette nouvelle vidéo, nous verrons comment l'empereur compte organiser une gigantesque démonstration de force. Une démonstration qu'il espère rapide, assommante et définitive. Mais une question nous vient tout de même à l'esprit. Est-ce que tous ces soldats, qu'ils soient allemands, français, belges, hollandais ou même russes, est-ce que tous ces braves ont vraiment conscience de leur destin ? Que leur cri de guerre soit vive l'empereur, ou longue vie au tsar, se doutent-ils un seul instant que les appétits de leur souverain les emmènent tout droit au massacre ? Un massacre d'une ampleur inédite. Un massacre dont très peu ont pu nous raconter ce qu'ils ont vu, de leurs yeux vus, lors de la campagne de Russie. Cette vidéo est rendue possible grâce au soutien de notre partenaire Lucotte. Fondée peu avant la Révolution française, la maison Lucotte propose des figurines de collection dédiées aux soldats de l'Empire, de ses alliés et de ses adversaires. Si vous souhaitez en savoir davantage, vous trouverez un lien vers leur site internet dans la section des commentaires. Mais retournons à notre histoire. Au mois de juin 1812, Napoléon ordonne à son armée de traverser la frontière russo-polonaise. C'est bien la première fois dans l'histoire qu'une telle marée humaine s'assemble autour d'un général. 600 000 hommes. 600 000 hommes venus de 25 pays différents pour monter à l'assaut de l'Empire russe. La diversité des origines est telle qu'au sein d'un même régiment, on parle plusieurs langues différentes. Certains viennent de Pologne, d'autres du Portugal, d'Allemagne, de Hollande ou du Danemark. Bref, plus d'un demi-million de soldats, autant de particularités. Jamais la grande armée n'a été aussi européenne. Ainsi, Napoléon souhaite montrer que la campagne de 1812 n'est pas seulement menée pour lui. C'est une guerre pour protéger l'Europe napoléonienne et pour défendre tous ceux qui y trouvent leur intérêt. Alors il organise l'invasion de la façon suivante. Le gros des forces se réunit autour de Kovno, aujourd'hui Kaunas en Lituanie, pour marcher en direction de Vilna, aujourd'hui Vilnius. Cet immense dispositif doit être commandé par plusieurs généraux. On retrouve bien sûr Napoléon, et l'un de ses tout meilleurs éléments, Louis-Nicolas Davout. Ce dernier, surnommé le maréchal de fer, est l'un des rares militaires à pouvoir commander des armées entières en l'absence de l'empereur. Pour l'épauler, l'infatigable Murat prend la tête de la réserve de cavalerie. Ce simple fils d'aubergiste, que seule la Révolution a pu hisser au rang de maréchal d'Empire, accompagne fidèlement Napoléon depuis 15 ans. Enfin, l'empereur compte aussi sur son fils adoptif, Eugène de Beauharnais, pour remporter la campagne. Rien que ces 4 hommes mènent une masse absolument considérable. C'est à tel point que le simple passage du fleuve Niemen nécessite une semaine entière. Si vous étiez assis sur un banc pour regarder la scène, vous verriez un flux continu d'hommes, de chevaux et de wagons passer devant vos yeux pendant plus de 7 jours, et ce de façon presque ininterrompue. Et si vous parliez à l'un de ces soldats, il vous dirait toujours la même chose. Vive l'empereur, et soyons de retour à la maison dans les plus brefs délais. En effet, Napoléon leur a communiqué son objectif, obtenir une victoire rapide dans la région de Vilna. Battre les Russes avant la fin septembre, soit 3 mois de campagne maximum. 3 mois. Sinon, la grande armée doit s'arrêter pour laisser passer l'hiver. Mais la Lituanie n'est pas le seul pays traversé par les Français. Plus au nord, l'aile gauche est emmenée par le maréchal MacDonald pour s'enfoncer vers la ville de Riga. Ensuite, la droite est dirigée par Jérôme Bonaparte pour s'élancer vers la Biélorussie. Le frère de l'empereur n'est pas vraiment un militaire,
mais il est pressenti pour devenir le futur roi de Pologne. Il lui faut donc de la gloire, et quoi de mieux que celle acquise contre l'ennemi naturel des Polonais, le tsar de toutes les Russies. De son côté justement, Alexandre Ier semble absolument dépassé par les événements. Face au rouleau compresseur qui arrive, il dispose officiellement de 500 000 hommes, mais 300 000 sont réellement disponibles. Constatant sa grave infériorité numérique, le général Barclay de Tolly n'a plus qu'une solution, la fuite, la retraite générale. La retraite tant que ses armées n'ont pas trouvé de bonnes positions défensives. Rapidement, Barclay désigne la ville de Drissa comme point de rendez-vous. C'est ici, bien à l'abri derrière un fleuve, que les Russes espèrent stabiliser le front. Et voilà donc une première entaille dans les plans de Napoléon. La victoire rapide dans la région de Vilna semble très improbable. Comment combattre un ennemi qui se retire? Alors l'empereur veut réagir. D'abord, il fait reposer ses troupes à Vilna, le temps de refaire des réserves. Ensuite, constatant que Jérôme Bonaparte est trop lent, il confie le commandement de l'aile droite au maréchal Davout, avec l'ordre de poursuivre les Russes. Seule une partie des troupes reste en retrait pour contenir une incursion ennemie. Ainsi, Napoléon pense avoir les mains libres pour s'occuper de Barclay. Et voici comment il compte s'y prendre. À la mi-juillet, environ 150 000 hommes sont détachés en direction de l'Est pour attaquer Drissa par la droite. Murat, quant à lui, mène l'offensive sur le centre, épaulé par 20 à 30 000 hommes qui doivent traverser le fleuve plus en aval. Bien sûr, Barclay pourrait choisir de tenir son rang, mais les Français avancent tellement vite qu'il n'a pas le temps de préparer ses défenses. Finalement, le 17 juillet 1812, il choisit d'évacuer le camp de Drissa et de prendre la direction de Smolensk. Son objectif est toujours le même, fuir, tant qu'il n'a pas trouvé de bonnes positions défensives. En choisissant Smolensk, il espère faire la jonction de ses hommes avec ceux de Bagration et ainsi amasser une force considérable. Seulement, rien ne se passe comme prévu. Le 23 juillet, le maréchal de fer rattrape les Russes au niveau de Saldanovka. En conséquence, Bagration est contraint de faire un immense détour par le sud. Sa jonction avec le reste de l'armée est désormais compromise. Et voilà une très bonne nouvelle pour Napoléon. Une excellente nouvelle. Convaincu qu'il peut remporter la guerre rapidement, l'empereur décide d'infléchir sa route non pas vers Drissa, mais vers Vitebsk. Ainsi, il pourrait maintenir séparées les armées de Barclay et de Bagration, prendre à revers la première et déclencher la grande bataille décisive qu'il appelle de ses voeux. La grande bataille, qui forcerait le tsar à rentrer dans le rang. La grande bataille qui changerait le destin de l'Europe pour les siècles à venir. Nous sommes en Russie, à la fin du mois de juillet 1812. Après un mois de campagne militaire, la situation stratégique est la suivante. Les armées du tsar refusent le combat, et Napoléon s'enfonce sur plus de 400 km. Désormais, il s'apprête à livrer le coup décisif à l'ennemi en marchant sur Vitebsk. Bref, rien ne semble prédire un échec des opérations. Le 26 juillet 1812, l'empereur témoigne même de son enthousiasme. « Le pays est beau », écrit-il à l'un de ses généraux. « Le pays est beau, la récolte est superbe et nous trouvons partout de quoi vivre. » Certes, il est vrai que les Russes brûlent les réserves à mesure qu'ils reculent. Mais souvent, les mouvements français sont tellement rapides que la grande armée trouve de quoi nourrir ses hommes. Du moins pour l'instant. Car plus le temps passe, plus le Corse perd le contrôle des événements. Lorsqu'il atteint les environs de Vitebsk, il est exaspéré par le comportement des Russes. Lui qui pensait pouvoir accrocher Barclay, ce dernier lui file encore entre les doigts, et voilà qu'il s'enfuit vers le sud-est. Quant aux troupes laissées en couverture, elles se font surprendre par l'ennemi et reculent derrière la Dvina. L'empereur est furieux, mais il pense avoir trouvé la parade. D'abord, laisser les Russes effectuer leur jonction dans les environs de Smolensk. Avec désormais 140 000 hommes à sa disposition, le tsar ne peut pas perdre la face et s'enfuir sans demander son reste. Et c'est en anticipant une grande bataille que Napoléon choisit sa manœuvre. Traverser le Dniepr en amont de la citadelle, réunir ses troupes à celles de Davout, disposer ainsi de 180 000 hommes et attaquer Smolensk par le sud. Les Russes, s'attendant à une offensive par le nord, l'effet de surprise serait total. Mais là encore, rien ne se passe comme prévu. Les Français réalisent leur jonction, bousculent l'ennemi à Krasnoï le 14 août, mais donnent suffisamment de temps à Barclay pour redéployer ses défenses. L'effet de surprise tombe à l'eau. Quoique pour une fois, les Russes ne se débandent pas. Le tsar veut tenir son rang, et il exige que ses armées soient parées pour le choc. Aussi, le 17 août 1812 à 3 h du matin, Napoléon déploie ses forces en arc de cercle. À gauche, le maréchal Ney prend position. Il est soutenu sur le centre par Davout et par le prince Poniatowski.
Murat, quant à lui, couvre l'aile droite et sabre tout ce qui bouge. La stratégie française est plutôt simple. Il faut attaquer de front, en masse, et le plus rapidement possible. La réponse des Russes n'en est pas moins immédiate. Face aux Français qui arrivent, il faut charger les canons. Il faut les charger vite, et il faut les charger avec de la mitraille. Ensuite, il faut pointer les bouches à feu vers l'ennemi et faire feu. Feu pour cracher le plomb sur l'agresseur et le contraindre à la retraite. En quelques heures, la Grande Armée subit de lourdes pertes. Mais qu'importe, l'envie d'en finir une bonne fois pour toutes pousse les maréchaux à redoubler d'efforts. Les faubourgs de la ville sont pris le 17, des centaines de Russes sont massacrés en quelques heures, si bien que Barclay n'a plus qu'une solution, faire sauter les ponts et protéger le passage du Dniepr. Mais voilà bien une chose futile. Dès le lendemain, soit le 18 août 1812, les Français construisent des barques, des radeaux, des ponts de bois et s'élancent à l'assaut de la rive droite. Napoléon gagne donc du terrain, mais il doit se rendre à l'évidence. Les Russes s'enfuient encore et toujours. Lui qui voulait annoncer une grande victoire à Paris, il doit se contenter d'une simple conquête. Il met donc ses maréchaux sous pression et les lance à la poursuite de l'ennemi. Le 19 août 1812, le maréchal Ney parvient à accrocher les Russes à l'est de Smolensk. Une fois n'est pas coutume, on croit tenir ici une bataille décisive. Oui, car bien installés sur le plateau de Valoutino, les soldats du tsar opposent aux Français une résistance acharnée. Cependant, pas de chance. La Grande Armée effectue ses manœuvres avec maladresse. Les renforts prennent trop de temps, et les Russes s'enfuient encore. Quant à la ville de Smolensk, conquise au prix de si lourdes pertes, elle est tout simplement ravagée par les flammes, comme un symbole de ce qui attend la Grande Armée. À la fin du mois d'août 1812, Napoléon est donc maître d'un territoire absolument immense. Il tient solidement Smolensk, tandis qu'Oudinot prend sa revanche et pousse son avantage à Plotovsk. La situation sur les autres fronts étant stable, une question se pose alors à l'état-major. Que doit faire la Grande Armée? Le plan initial était simple, remporter la campagne avant la fin septembre, ou bien tout arrêter et attendre l'hiver. Au milieu du mois d'août, il n'est pas certain que la victoire soit remportée avant les premières neiges. Peut-être que le plus sage serait donc de s'arrêter. Et Napoléon considère cette option. Il la considère vraiment. Alors comment pouvons-nous expliquer la suite des événements que nous connaissons tous? La première question qui vient à l'esprit de l'empereur, c'est l'état du rapport de force. Sur les 600 000 hommes qui ont traversé la frontière, Napoléon n'en a plus que 200 000 sous ses ordres. Le reste est affecté sur les autres fronts, ou bien est placé en garnison dans les villes. On compte également près de 100 000 soldats blessés, malades, morts ou portés disparus. Surtout que leurs conditions de vie deviennent de plus en plus insupportables. La chaleur, les marches forcées, le manque de vivres, le manque de soins. Voilà les conséquences d'une campagne qui s'annonce plus longue que prévu. Dans les mémoires de Théodore du Verger, un employé au trésor de la Grande Armée, on peut lire les mots suivants. Accablé, écrit du Verger. Accablés par les feux d'un soleil dévorant, nous sommes réduits à boire des eaux puantes et saumâtres. Nous sommes entièrement privés de vin, nous sommes entièrement privés de viande. La famine et la dysenterie tuent autant de soldats que la guerre. Un autre témoin, le général Ségur, rend compte du désarroi des troupes lorsque ces dernières découvrent un breuvage tout à fait local et tout à fait spécial. Ce breuvage, il s'agit de la vodka. Ségur nous raconte. Nos jeunes soldats, épuisés de faim et de fatigue, ont cru que cette liqueur les soutiendrait. Ils s'en sont procurés, après quoi ils sont tombés épuisés, et la maladie s'est emparée d'eux. Quelle que soit l'ampleur des problèmes, Napoléon ne les ignore pas. Il fait ériger de gigantesques entrepôts de vivres dans les villes principales. Si les Russes refusent le combat, il faut se préparer pour passer l'hiver. Quant à ceux qui maraudent, ceux qui pillent la campagne pour trouver du pain, du butin ou de l'alcool, ceux-là sont sévèrement punis. Il faut maintenir l'ordre dans les rangs, car les soldats ne sont pas prêts de rentrer chez eux. Mais cela ne répond pas à notre question. Napoléon doit-il continuer, ou doit-il s'arrêter pour reprendre la guerre au printemps? Pour expliquer le choix de l'empereur, il faut comme souvent s'intéresser à la situation géostratégique de l'Europe. En 1812, la guérilla espagnole devient un fardeau de plus en plus lourd. Elle épuise les hommes et facilite la tâche des Britanniques sous le commandement de Wesley. Pour éviter la désillusion, il faut renforcer les effectifs, et ce de toute urgence. Dans ces conditions, Napoléon peut-il vraiment attendre le printemps prochain? Et puis malgré toutes les difficultés logistiques que pose la campagne de Russie, les Français ont remporté tous leurs engagements. La seule chose qui leur manque, c'est la fameuse bataille décisive. La bataille avec assez d'impact psychologique pour démoraliser le tsar. Dans cet esprit, ne vaut-il pas mieux continuer? Continuer en fonçant sur Moscou,
Moscou la Grande, le centre historique, spirituel et économique de la Russie. De cette façon, et c'est peut-être là l'unique moyen de le faire, le tsar serait forcé de combattre. Et forcé de constater que Napoléon voit plutôt juste. En effet, côté russe, les généraux témoignent de leur désarroi le plus profond. « J'ai honte de porter l'uniforme », écrit Bagration après la retraite de Smolensk. Il a honte de fuir devant l'ennemi sans chercher à lui résister. Il a honte, tout comme les nobles, tout comme les militaires, tout comme les soldats. Que dira l'Europe si la Russie se laisse disloquer sans réagir? Alors le tsar Alexandre fait renvoyer Barclay. À sa place, il fait nommer un général en chef du nom de Mikhail Kutuzov. Voilà un nom plutôt familier pour Napoléon. Les deux hommes se sont déjà rencontrés, 7 ans plus tôt, lors de la bataille d'Austerlitz. Et c'est donc avec une revanche à prendre que Kutuzov choisit son champ de bataille à 130 km de Moscou. C'est donc désormais une certitude. Le choc entre les deux colosses de l'Europe est enfin à l'ordre du jour. D'un côté, la France impériale, fille de la révolution libérale version Bonaparte. De l'autre, la Sainte Russie, dernier grand représentant de l'absolutisme chrétien. Chacun prépare ses effectifs à sa façon. Chez les Français, on fait afficher partout le portrait du roi de Rome, le fils de l'empereur, le fils de Napoléon, l'héritier d'une couronne donnée par la dite volonté générale. Chez les Russes, on montre un portrait de la Vierge Marie. Priez, priez, ordonne Kutuzov. Priez pour le tsar, dont la couronne est celle de la volonté divine. Bref, le 7 septembre 1812, à seulement 130 km de Moscou, le destin de l'Europe pourrait bien connaître un nouveau renversement. Deux mondes, deux idéologies, deux géants qui vont s'entrechoquer dans l'un des plus grands affrontements connus jusqu'alors, la bataille de Borodino, ou de la Moskova. Nous sommes le 7 septembre 1812, à 130 km de Moscou, près d'un village appelé Borodino. Ce jour-là, la grande armée de Napoléon se prépare à l'assaut général contre Kutuzov. L'objectif du vieux général russe est simple, contenir l'avancée de l'Antéchrist pour protéger Moscou et pour montrer que la Sainte Russie ne recule pas devant l'ennemi. Ainsi donc, Kutuzov choisit Borodino pour sa topographie défensive. D'abord, la ligne de front peut s'appuyer sur des ruisseaux, sur des ravins et sur des collines afin d'être en mesure de résister au choc. Enfin, les hommes sont protégés par la rivière Moskova au nord, par le village de Borodino au centre, et par une forêt au sud. Enfin, les Russes construisent des ouvrages de défense en avant de leur dispositif. Ces ouvrages prennent le nom de flèches et de grandes redoutes. Détachés du front principal, les flèches et la grande redoute sont essentiellement construites en terre, en maçonnerie, et sont conçues pour protéger l'artillerie des tirs de canon français. Aussi, le dispositif russe semble solide, très solide. En effet, sur environ 5 km de front retranché, Kutuzov fait placer 100 000 hommes, dont 17 000 cavaliers. Et toutes ces observations conduisent le maréchal Davout à conseiller à l'empereur un enveloppement des lignes ennemies. En effet, fort de 125 000 hommes et de 25 000 cavaliers, les Français disposent de la supériorité numérique. De plus, avec seulement 580 canons, la grande armée ne peut rivaliser avec les Russes en puissance de feu. Mais Napoléon refuse. Pas question d'engager une manœuvre complexe qui donnerait à Kutuzov l'occasion de changer d'avis. Non, il faut fixer l'adversaire, et il faut le faire avec une attaque frontale, violente et massive. En vertu de ce plan, le prince Poniatowski doit attaquer les bois sur la droite, repousser les défenseurs, et s'infiltrer sur les arrières du camp d'en face. Pendant ce temps, le maréchal Davout, épaulé par Murat et par le maréchal Ney, doit s'emparer des flèches de Semenovskoye. Un peu plus au nord, le prince Eugène doit s'élancer sur la grande redoute, puis prendre d'assaut le village de Borodino. Et voilà, pas de complexité tactique, pas de stratégie fine, pas de manœuvre digne des annales de l'histoire militaire. Cette fois-ci, la grande armée doit foncer dans le tas et doit tuer tout ce qui bouge. Surtout, ne pas laisser aux Russes l'occasion de s'échapper. Ainsi, le 7 septembre 1812 à 5 h du matin, la bataille commence enfin. D'abord, le maréchal Davout s'élance et prend d'assaut les flèches de Semenovskoye. Simultanément, son homologue le prince Eugène fonce tout droit sur la grande redoute. La droite et la gauche suivent le mouvement, et 250 000 hommes se préparent à l'un des chocs les plus violents de l'histoire. Du côté des hommes du maréchal de fer, la partie est loin d'être facile. Bien retranchés derrière leurs flèches, les Russes pilonnent les Français à mesure qu'ils avancent. Davout est blessé, il est donc remplacé par Murat. Ce dernier mène alors la charge, enlève les redoutes mais doit reculer face à la ténacité de l'adversaire.
Bien heureusement, le maréchal de fer reprend rapidement ses esprits et remonte à l'assaut. Il avance, puis il recule. Il avance encore avant d'être forcé à regrouper ses hommes. Ainsi de suite, dans un éternel mouvement de va-et-vient, les soldats se ruent les uns sur les autres dans un terrible combat. Galitzine, un aristocrate russe enrôlé dans les armées du tsar, nous décrit la scène avec les mots suivants. C'est ici devant les flèches de Semenovskoye, que commence la plus épouvantable scène de ce terrible drame. L'enfer semblait avoir déchaîné toutes ses foudres, mais le feu de nos pièces n'arrête point les Français. Ces derniers méprisent le danger, ils serrent les rangs à mesure que la mitraille les enlève. Galitzine rend hommage aux soldats qui marchent vers une mort certaine. Mais cette bataille de Borodino ne ressemble à aucune autre. Le front est tellement resserré, les hommes sont tellement nombreux, les canons crachent tellement de feu, que les coups tactiques et l'audace du général ne servent à rien du tout. La seule solution qui s'offre aux belligérants, c'est la mêlée générale, la sauvagerie, la bataille dans laquelle les hommes perdent toute leur humanité et qui inspire à Galitzine les mots suivants. La baïonnette se croise avec la baïonnette. Bientôt, fantassins, cavaliers, artilleurs, russes et français ne forment qu'une seule et même masse. Une masse où chacun se donne la mort avec tout ce qui lui tombe sous la main. Quoi qu'il en soit, au milieu de la sauvagerie, Poniatowski finit par percer les positions russes. En conséquence, Kutuzov fait reculer ses défenses vers 10 heures et la grande armée conquiert définitivement les flèches. Pensant que le plus dur est fait, le prince Eugène de Beauharnais, toujours aux prises contre la Grande Redoute, demande des renforts à Napoléon. Mais ce dernier refuse. En effet, les Russes contre-attaquent sur la droite. Et même si les hommes de Davout tiennent bon, pas question de dégarnir ainsi les réserves. Il faut donc trouver un autre moyen de déloger les Russes de leur avant-poste. L'un des témoins de cette abominable boucherie, la cavalière Nadezhda Durova, nous donne l'impression que les soldats du tsar se battront jusqu'aux frontières de la mort. En effet, alors que Nadezhda reçoit un coup de sabre dans la jambe, elle insiste pour mener la charge à la tête de ses hussards. Déguisée en homme pour passer inaperçue, elle s'élance sur les Français, quand tout à coup un boulet de canon frappe le sol, emporte la vie de ses camarades et la blesse à son genou. Retenue dans sa chute par l'un de ses frères d'armes, elle est transportée en sécurité vers ses lignes. Mais Nadezhda a de la ressource, malgré une jambe à moitié tranchée, malgré un genou à moitié rompu. Elle reprend sa place parmi ses hommes et fait savoir qu'elle est disponible pour repartir à l'attaque. Bref, Napoléon voit que l'adversaire est déterminé à tenir son rang. La grande armée va-t-elle perdre la face? Ici, si loin de ses bases? C'est impossible. Il faut trouver le moyen de faire céder la Grande Redoute. Alors on fait monter les batteries, on fait rassembler le plus de canons possible, puis on aligne 200 bouches à feu pour cracher un torrent de plomb sur les défenses ennemies. La cavalerie n'a plus qu'à attaquer par l'ouest, et le prince Eugène n'a plus qu'à manœuvrer par le nord. La redoute est prise, perdue, reprise puis reperdue, et vers 13 h, les Français viennent à bout des résistances. Enfin la percée que Napoléon attendait tant. Enfin le coup tactique qui pourrait ramener la paix. Cependant, Kutuzov organise la retraite avec habileté. Il fait reformer la ligne, et du point de vue français, tout est à recommencer. Tout, sauf si la grande armée crée le surnombre en engageant ses dernières ressources. Aussi, les maréchaux supplient l'empereur d'engager la garde impériale. Faites charger la jeune, faites charger la moyenne, faites charger la vieille, qu'importe. Voilà le seul et unique moyen de remporter la bataille. Mais Napoléon hésite. Peut-il vraiment jouer son joker, sa dernière carte, son va-tout, sa pièce maîtresse? Est-ce vraiment raisonnable? Il est d'ailleurs persuadé d'une chose. Comme d'habitude, les Russes vont quitter le terrain et une dernière bataille aura lieu devant Moscou. Cette vidéo était soutenue par notre partenaire Lucotte. Plongez-vous dans l'histoire de l'Empire avec ses figurines de collection et revivez les batailles que nous venons de raconter. Pour accéder à leur catalogue en ligne, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la section des commentaires. Quant à nous devons nous poser la question suivante. Que va-t-il advenir de tous ces hommes, russes, français ou européens, tous ces hommes servant sous les drapeaux de leurs souverains respectifs? Vont-ils connaître la défaite? Vont-ils connaître la victoire? Ou vont-ils connaître l'épisode le plus affreux de leur vie? Si vous souhaitez le découvrir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à laisser un commentaire en bas de la vidéo, et rendez-vous au prochain épisode.